in the land. That's because after Trump faced a stinging week of pushback from the lower courts on a number of his controversial policies, it's expected that he will take his grievances to the conservative majority Supreme Court in an effort to overturn those rulings. Already this week, Trump has asked the Supreme Court to step in and overturn a ruling that found his sweeping tariffs to be illegal. Since returning to the White House, SCOTUS has come to Trump's aid on a number of cases. We've talked about him on this show, leading to the ire from other federal judges. Certains gestes, lorsqu'ils émanent des plus hautes instances institutionnelles, révèlent des changements qui n'ont pas besoin de déclarations officielles pour produire leurs effets. Au début de la 3e semaine de janvier, à Washington, D.C., un événement juridique traditionnel organisé par une association nationale de magistrats a été marqué par un événement inhabituel. Au cours d'une session publique retransmise en direct, en présence de membres du pouvoir judiciaire et d'invités de la haute administration fédérale, le président des États-Unis, rompant avec le ton institutionnel attendu pour l'occasion, a déclaré que l'autorité présidentielle ne devait pas se soumettre à l'interprétation des juges. Tout au long de son discours, il a qualifié le rôle du pouvoir judiciaire d'obstacle politique et a suggéré que certaines décisions de la Cour suprême avaient outrepassé les limites de la fonction juridictionnelle. Cette déclaration, faite de manière spontanée, a suscité des réactions visibles parmi les personnes présentes. L'un des ministres de la Cour suprême, assis parmi les autres invités, s'est levé et a quitté la salle sans faire aucune déclaration. Ce geste était discret, sans signe de protestation explicite. Mais il a été capté par les caméras et immédiatement interprété comme un signe de rupture. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La présence d'un ministre de la Cour suprême à un événement public est, en règle générale, discrète et institutionnellement neutre. Un geste de retrait représente une rupture importante dans le comportement adopté par les hauts responsables du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir exécutif. L'absence d'explication formelle de la part du ministre ou de la Cour suprême en tant que collège a renforcé l'impression que le geste parlait de lui-même, sans besoin d'amplification verbale. Quelques heures plus tard, cependant, un communiqué a été publié par le cabinet du président de la Cour suprême. Le texte, rédigé dans un langage modéré et sans référence directe au président, réaffirmer le principe selon lequel les décisions judiciaires ne doivent pas faire l'objet de représailles politiques. Le document mentionnait l'importance de la stabilité institutionnelle et du respect de l'autonomie du pouvoir judiciaire en tant que pilier du système constitutionnel américain. En évitant les confrontations directes, le communiqué assumait le rôle de marqueur institutionnel. La Cour suprême observait le mouvement de l'exécutif et réagissait avec les instruments formels à sa disposition. La situation n'impliquait pas de décision juridique spécifique, ni de contestation d'un jugement. Ce que l'on a vu, c'est un malaise public face à la manière dont l'autorité présidentielle s'affirmait dans des discours et des attitudes répétées. En remettant ouvertement en question la légitimité de décisions judiciaires récentes et en suggérant que certains juges agissaient pour des motifs politiques, le président a provoqué des réactions dans divers cercles institutionnels. Parmi les dirigeants du Congrès, l'épisode a été accueilli avec inquiétude, même si celle-ci était voilée. Certains parlementaires ont exprimé en coulisses leur sentiment que les tensions entre les pouvoirs s'aggravaient à un rythme plus rapide que d'habitude. Pour les membres du pouvoir judiciaire, le geste du ministre qui s'est retiré de l'événement a eu un effet équivalent à une déclaration publique. Non pas par ses mots, mais par sa rupture avec le protocole. L'absence d'explication directe a donné lieu à de multiples interprétations, mais toutes convergeaient vers la conclusion que quelque chose avait déraillé. Il ne s'agissait pas seulement d'une déclaration irréfléchie ou d'une réaction isolée. Le président avait déjà, à d'autres occasions, remis en question des décisions judiciaires qui allaient à l'encontre de son programme exécutif. Lors d'au moins 3 événements récents, il a mentionné nommément des juges fédéraux et suggéré qu'ils étaient engagés dans des intérêts contraires à la volonté populaire.
Ces déclarations, initialement considérées comme de la rhétorique politique, ont été analysées avec plus d'attention, après une série de décisions de la Cour suprême concernant des questions telles que les pouvoirs d'urgence, la politique tarifaire et les mesures migratoires. En toile de fond, on observe une controverse croissante sur les limites de l'autorité présidentielle lorsque le Congrès ne fournit pas de soutien législatif. En déclarant publiquement que la présidence ne peut être entravée par des interprétations subjectives de la Constitution, le président a durci le ton du conflit institutionnel et le geste du ministre de la Cour suprême, bien que non verbalisé, a semblé marquer une ligne qui, pour de nombreux observateurs, n'avait pas été franchie jusqu'alors. L'interprétation de cet épisode comme un signal d'alarme institutionnelle a pris de l'ampleur à mesure que des juristes et des professeurs de droit constitutionnel se sont exprimés. Tout en évitant les conjectures sur l'avenir immédiat, plusieurs experts ont reconnu que le geste de sortie exprimait une forme de désaccord qui dépasse les canaux traditionnels de communication entre les pouvoirs. Il ne s'agit pas d'une décision collégiale, ni d'une initiative coordonnée, mais le contexte dans lequel elle s'est produite, un discours présidentiel qui relativise les freins et contrepoids du système, amplifie son importance. L'absence de conséquences immédiates n'enlève rien à sa pertinence. Au contraire, dans les systèmes fondés sur la jurisprudence, lorsqu'ils ne sont pas inversés, les précédents ont tendance à prendre de l'importance. Et c'est là que cet épisode s'inscrit dans un contexte plus large. La tension entre l'exécutif et le judiciaire n'est pas nouvelle, mais elle se manifeste rarement de manière aussi publique et directe à la fois. Ce que l'on a vu n'était pas un affrontement formel entre les institutions, mais une exposition claire du désalignement entre elles. Des suivis comme celui-ci, qui exigent une lecture attentive des signaux institutionnels, et pas seulement des discours explicites, font partie de ce que nous cherchons à apporter ici. Si ce type d'analyse vous semble pertinent, n'hésitez pas à nous suivre. Nous suivons les faits lorsqu'ils sont encore en cours de formation, sans anticiper les résultats, mais en restant attentifs à leur signification en construction. C'est dans ce contexte qu'il convient d'observer les mouvements simultanés d'autres organes qui, bien que n'étant pas directement impliqués dans le départ du ministre, ont commencé à agir dans le même sens d'inquiétude institutionnelle. Au cours des semaines qui ont précédé cet événement, la Cour suprême a accumulé dans son agenda au moins 5 affaires directement liées à l'exercice élargi du pouvoir présidentiel. Ces actions portent sur des thèmes distincts: tarifs imposés au nom d'une urgence économique, décret exécutif sur les expulsions, suspension des garanties procédurales au nom de la sécurité nationale. Mais elles ont en commun la question de savoir jusqu'où va l'autorité de l'exécutif lorsque les autres pouvoirs ne soutiennent pas ses décisions. Cette concentration thématique a commencé à attirer l'attention au sein même du milieu juridique, avant même la déclaration publique du président. En acceptant de juger simultanément ces affaires, la Cour s'est finalement positionnée comme un espace de convergence. Pour un différend qui ne se résout pas uniquement sur le plan politique. Il s'agit désormais de l'architecture institutionnelle elle-même. À partir de là, des mouvements parallèles ont commencé à s'aligner. Au Congrès, les commissions chargées de superviser les actes de l'exécutif ont commencé à organiser des audiences publiques avec des juristes et d'anciens fonctionnaires de l'administration fédérale afin d'évaluer les limites du pouvoir présidentiel en période d'impasse législative. Ces audiences, bien qu'elles n'aient pas encore donné lieu à des rapports concluants, indiquent une tentative du pouvoir législatif de reprendre le rôle principal dans la médiation des tensions constitutionnelles. Parallèlement, des associations de magistrats fédéraux ont publié des communiqués soulignant la nécessité de préserver l'indépendance judiciaire, tandis que les conseils de justice des États, généralement éloignés des débats fédéraux, ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade rhétorique de la Maison-Blanche. La coordination n'est pas coordonnée, mais la simultanéité des gestes suggère une convergence progressive. Il est rare que tant d'organismes et d'institutions agissent presque simultanément, en réponse à un même vecteur d'instabilité.
Cette convergence aide à comprendre pourquoi le geste du ministre de la Cour suprême n'a pas été interprété comme un acte isolé, mais comme le point culminant d'une inquiétude déjà présente. D'un point de vue juridique, les affaires en cours traitent de clauses constitutionnelles spécifiques, mais leur résolution affecte l'équilibre fonctionnel entre les pouvoirs. Les juristes soulignent que les arguments présentés par le gouvernement dans les dossiers, en particulier l'idée que l'exécutif peut agir unilatéralement chaque fois qu'il estime qu'il y a une crise, remettent en cause le principe de la séparation des pouvoirs, en réduisant le rôle de la Cour à un rôle consultatif. Plus que contester des décisions, le discours présidentiel récent suggère que certains sujets ne devraient même pas être soumis à l'examen judiciaire. L'insistance sur ce point, combinée à des attaques nominatives contre des juges et à des remises en cause publiques de la légitimité du pouvoir judiciaire, s'inscrit dans un contexte plus large d'érosion institutionnelle. Depuis le début du nouveau mandat présidentiel, on observe un changement visible dans l'attitude de la Maison-Blanche à l'égard du système de contrôle réciproque entre les pouvoirs. Au nom de l'efficacité décisionnelle, l'exécutif a intensifié le recours aux décrets et aux déclarations d'urgence, évitant les négociations législatives et contestant les décisions judiciaires contraires. Ce modèle, bien que fondé sur des dispositions légales existantes, commence à remettre en cause l'équilibre historique entre l'action politique et la légitimité juridique. Ce qui est en jeu, c'est moins la légalité de chaque acte spécifique, que la fréquence et la manière dont ils sont utilisés pour contourner les médiations institutionnelles. En acceptant de juger ces affaires à la suite, la Cour suprême est devenue un terrain d'essai, non seulement pour la constitutionnalité des mesures, mais aussi pour la résilience des frontières institutionnelles qui soutiennent la démocratie américaine. Parallèlement, les analystes politiques ont attiré l'attention sur le degré d'exposition de la Cour au débat public. La visibilité croissante des décisions, la couverture médiatique intense et la polarisation des réactions ont déplacé la perception de la Cour en tant qu'arbitre neutre vers celle d'acteurs politiquement impliqués. Ce changement ne résulte pas nécessairement de ces décisions, mais de la manière dont elles sont interprétées et instrumentalisées dans le contexte politique actuel. Le président de la Cour suprême lui-même, dans des déclarations antérieures, avait déjà exprimé son inquiétude quant à l'image de la Cour en tant qu'institution non partisane. La note publiée après l'événement récent semble, en ce sens, s'inscrire dans la continuité de cet effort de défense de la légitimité du pouvoir judiciaire. Il ne s'agit pas de s'opposer à l'exécutif, mais de réaffirmer publiquement que le rôle de la Cour est constitutionnel et non contingent, et que son autorité ne dépend pas d'une validation politique. L'environnement extérieur contribue également à intensifier la convergence institutionnelle autour de ce débat. Les organisations internationales et les observateurs étrangers ont commencé à suivre de plus près les développements internes du système juridique américain. Des rapports récents d'organismes qui surveillent l'état de droit dans les démocraties consolidées ont mentionné l'augmentation des pressions institutionnelles sur le pouvoir judiciaire américain comme un élément de risque. Même si elles n'interfèrent pas directement, ces analyses externes ont des répercussions parmi les membres de l'élite juridique et contribuent au débat interne sur les limites de la tolérance institutionnelle. Dans ce contexte, la Cour suprême est confrontée au défi de statuer sur des affaires ayant des conséquences politiques directes, tout en devant préserver l'image de son impartialité. La tension entre la fonction judiciaire et les attentes du public n'a jamais été aussi explicite. La convergence institutionnelle que l'on observe n'est pas coordonnée, mais exprime une réaction systémique. Différents organes, à différents niveaux, réagissent au même ensemble de signaux provenant de l'exécutif. Le système ne réagit pas rapidement, mais il réagit largement. Et cela modifie considérablement l'environnement. Le geste du ministre qui a quitté la salle n'était, dans ce contexte, que l'épisode le plus visible d'une série de réactions qui, prises ensemble, indiquent un tournant. Il n'est pas encore possible de dire quelle sera l'issue, mais la structure du système est en mouvement.
Si vous suivez attentivement cette trajectoire institutionnelle, vous savez que les changements les plus profonds ne se produisent pas de manière abrupte. Ils s'accumulent par couches et exigent une lecture constante. C'est ce type de suivi que nous proposons ici. Observez les détails et les schémas, avant même qu'ils ne se transforment en crise ouverte. L'épisode qui s'est produit lors de l'événement juridique et la déclaration ultérieure du président de la Cour suprême ont renforcé l'impression que certains conflits institutionnels ne se limitent plus au contenu des décisions ou au fonctionnement traditionnel du système. Ce qui aurait pu être considéré comme un désagrément circonstanciel a été interprété comme un signal politique institutionnel, susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes sur ce qui est réellement en jeu au cœur de la démocratie américaine. Pour une partie des constitutionnalistes, le retrait du ministre de la Cour suprême lors d'un événement en présence du président doit être interprété comme un geste qui revêt une signification allant au-delà du protocole. Dans cette interprétation, le pouvoir judiciaire aurait également commencé à agir par le biais de signes symboliques, cherchant à préserver son autonomie et à réaffirmer les limites du pouvoir face à un exécutif qui insiste pour tester, dans la pratique, l'étendue de sa propre autorité sans accepter les restrictions imposées par la Cour. Ainsi, le geste du magistrat, combiné à la note du président de la Cour suprême, serait compris comme une tentative de réorganiser la perception publique de l'autorité de la Cour et de tracer une ligne institutionnelle claire. La Cour ne se limite pas à répondre par des jugements, mais réagit également pour préserver son intégrité lorsqu'elle perçoit que sa légitimité est mise à mal. Cependant, certaines interprétations voient cet épisode sous un autre angle, moins orienté vers l'idée de reconfiguration et davantage vers le diagnostic d'une érosion cumulative. Pour ce groupe d'analystes, tant le geste du ministre que la note publique du président de la Cour suprême n'exprimeraient pas nécessairement un repositionnement offensif, mais plutôt une réaction défensive face à des pressions croissantes. Dans cette optique, la Cour suprême tenterait de protéger son image institutionnelle dans la mesure du possible. Consciente que sa capacité réelle à imposer des limites à l'exécutif est soumise à des tests successifs. Dans cette perspective, les signaux émis ne laissent pas présager un mouvement de réorganisation en cours, mais plutôt une compression continue de l'espace d'autonomie du pouvoir judiciaire. Le risque central ne serait donc pas seulement l'érosion progressive de l'autorité judiciaire, mais la possibilité que les avertissements et les gestes mesurés deviennent prévisibles et perdent ainsi leur efficacité politique. Dans un environnement marqué par une polarisation extrême et des cycles d'information de plus en plus rapides, la sobriété institutionnelle peut cesser d'avoir un impact et être absorbée dans le bruit constant du conflit. Le débat interprétatif se concentre alors sur la nature du conflit. S'agit-il d'un épisode isolé, encore réversible dans le cadre des routines traditionnelles, ou d'un signe d'une transition plus profonde dans le fonctionnement du système ? Les juristes qui observent les précédents historiques rappellent que, lors d'autres moments de tension entre les pouvoirs, la Cour suprême a cherché à répondre par des décisions juridiquement larges, fondées sur des bases constitutionnelles solides et souvent délibérément modérées afin d'éviter une escalade. Cependant, le scénario actuel présente des défis différents. La résistance de l'exécutif à reconnaître les décisions contraires comme des limites légitimes, ajoutée à l'utilisation répétée de discours qui présentent le pouvoir judiciaire comme faisant partie d'intérêts antipopulaires, crée un environnement dans lequel le problème n'est plus seulement technique. L'attention porte désormais sur l'idée même d'autorité. On ne discute pas seulement du contenu des décisions, mais aussi de la volonté de l'exécutif d'accepter leur caractère obligatoire et de respecter le principe de contention qui soutient l'équilibre institutionnel. Certaines analyses ajoutent un deuxième facteur qui aggrave la situation: la fragilité de la réponse du Congrès face à la rhétorique présidentielle. Pour ces observateurs, l'absence de réaction ferme du pouvoir législatif contribue directement à l'isolement du pouvoir judiciaire et affaiblit la capacité du système à se défendre par le biais de multiples centres de pouvoir.
sans articulation visible entre les pouvoirs pour défendre conjointement la Constitution, les avertissements émis par les ministres de la Cour suprême ont tendance à perdre leur force politique. C'est dans ce vide que les risques s'accumulent. La possibilité que les décisions judiciaires soient relativisées ou ignorées, ou que les ministres soient publiquement harcelés sans conséquences institutionnelles proportionnées, rend plus plausible un scénario dans lequel les mécanismes de frein et contrepoids continuent d'exister uniquement sur le plan formel, mais perdent leur efficacité dans la pratique. Ce type d'érosion ne nécessite pas de rupture explicite. Il suffit que l'ordre constitutionnel soit progressivement vidé de sa substance, par des comportements répétés qui normalisent la délégitimation des institutions jusqu'à ce que la contention cesse de fonctionner comme une véritable barrière. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur les voies que la Cour suprême pourrait suivre dans ce contexte. Une possibilité discutée par les milieux juridiques est que la Cour, lorsqu'elle est saisie d'affaires qui touchent directement à la portée du pouvoir présidentiel, opte pour des décisions plus affirmatives, réaffirmant sans équivoque les principes constitutionnels, même si cela entraîne une plus grande friction institutionnelle avec l'exécutif. Une autre hypothèse considère que les ministres chercheront à élaborer des décisions collégiales plus larges, étayées par des arguments techniques partageables et par une convergence interne, dans le but de préserver l'unité de la Cour et de protéger sa légitimité externe. Dans les deux scénarios, le coût institutionnel tend à être élevé. Si des décisions plus fermes sont prises, le risque d'une réaction politique directe augmente. Si la stratégie la plus prudente prévaut, le risque que la contention soit trop lente pour un environnement où les limites sont continuellement testées augmente. Pour l'instant, le débat reste ouvert. Il n'y a pas de mouvement formel indiquant une rupture immédiate. Mais la somme des signes accumulés ces dernières semaines suggère que les mécanismes traditionnels de contention sont soumis à des tensions supérieures à la normale. Dans ce contexte, la symbolique du geste individuel continue de jouer un rôle central. Le ministre qui se retire sans dire un mot, sans transformer l'acte en spectacle, mais en laissant entendre que quelque chose a changé dans le fonctionnement attendu du système. La suite des prochains jugements, la manière dont les décisions seront accueillies sur le plan politique et, surtout, la volonté de l'exécutif de respecter ou de contester les limites établies seront déterminantes pour définir si cet épisode ne représente qu'un point hors courbe ou le début d'un nouveau modèle institutionnel. Face à des signes ambigus et à un scénario encore instable, suivre les développements exige une attention continue, une lecture disciplinée des faits et une interprétation rigoureuse. Le défi consiste à observer le conflit tel qu'il se forme, sans anticiper les conclusions et sans exagérer les signes au-delà de ce que les mouvements institutionnels eux-mêmes soutiennent. Mais aussi sans ignorer l'accumulation d'indices qui, peu à peu, indiquent un changement dans la manière dont l'autorité constitutionnelle est exercée et reconnue. C'est grâce à ce suivi constant qu'il sera possible d'évaluer si le système préserve encore des mécanismes de contention efficaces ou s'il entre dans une phase où l'autorité des institutions reste en place en apparence, mais où son efficacité pratique est constamment mise à l'épreuve.